Et bonjour, petite fouleur de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD à nouveau. Nous sommes toujours sur la lecture de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable. Alors, vous savez quoi, je vais être sympa. Pour cette VOD là, je vais vous donner de la pipounesse. Parce que quand même, on écoute beaucoup des gros trous du cul d'économistes de merde. Donc, je pense que c'est important que vous ayez le droit à avoir un petit chat mignon. Voilà. Regardez-moi un petit chat mignon là. Oh, t'es belle ma fifille. Bah ouais, hein. Oh qu'elle est belle. Voilà, elle est trop belle. Et du coup, on est à la suite de la précédente VOD. Il s'est pas passé beaucoup de temps de notre côté, à peine quelques secondes en vrai, avant de relancer. On est reparti pour la suite de la lecture. Ces théories de la valeur actionnariale ont fourni sa base à l'idéologie actuelle, justifiant les faveurs accordées aux actionnaires frauduleusement présentés comme des investisseurs, qu'il nous faudrait, au nom de l'efficience économique, récompenser encore et encore pour les prises de risque. Excusez-moi. Mais lorsque ce nouveau discours émerge dans les années 70, en phase donc de conflictualité sociale intense, de rejet montant du capitalisme, on n'y croit pas. Y compris parmi ceux qui auraient dû en être les partisans immédiats. Les critiques sont rudes. Les néo-conservateurs en particulier n'y vont pas de main morte. Le capitalisme libéral, s'inquiète Christol, n'a que peu de chances de survivre. Car enfin, que proposent les néolibéraux ? Une apologie du capitalisme qui correspond en tout point à l'image repoussoire brandie par ses opposants, mais qui donc pourrait bien vouloir vivre dans une société dans laquelle tous sont engagés dans une course à l'argent, dans une poursuite obsessionnelle de ses propres intérêts matériels. Pour le dire autrement, qui veut vivre dans une société où l'égoïsme et l'égotisme sont célébrés comme des vertus cardinales ? Une telle société, comme nous en ont averti à peu près toutes les traditions philosophiques et religieuses, serait impropre à l'habitat humain. Comment pouvez-vous, rétorque-t-il en somme, penser sérieusement défendre le capitalisme en admettant qu'il est conforme à ce qui lui a toujours été reproché ? Si on part comme ça, on est sûr de perdre. Reconnaître par exemple benoîtement, comme le fait Hayek, que l'ordre social résultant de la concurrence capitaliste est par principe étranger à tout principe de justice, est idéologiquement inepte. La justification donnée par le professeur Hayek pour le capitalisme moderne n'est jamais employée en dehors d'une petite enclave académique. Je crains, poursuit Christol, qu'elle soit inapte à susciter la moindre adhésion, hormis chez des esprits trop longtemps exposés à la scolastique. Donc là, c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, on en est arrivé au moment où même les fervents défenseurs du capitalisme sont en train de se dire « Non, mais par contre, si on va dans ce genre de discours de ce qu'est le capitalisme, de ce qui est bien pour le capitalisme, on va se faire éclater la tronche en fait, les gens vont repousser, les gens vont pas être d'accord en fait, parce que c'est justement ce qui est en train actuellement de se passer. Encore une fois, on est dans les années à peu près 70, vous avez en fait énormément de mouvements sociaux qui se mettent en place pour dire que le capitalisme est une mauvaise chose, que le capitalisme en tant que tel est un modèle, un fonctionnement de société qui est délétère, qui est violent, qui détruit les corps, qui détruit les gens, qui détruit la société. Et en fait, là, littéralement, le mouvement de défense qui est en train de se mettre en place consiste à dire « Oui, c'est vrai. Et alors ?» Donc forcément, même les personnes qui sont des fervents défenseurs de ce modèle-là, et encore une fois, ces personnes-là sont principalement des personnes qui sont en situation de pouvoir, qui veulent du coup pas perdre leur situation de pouvoir, sont en train de se dire « Mais c'est pas possible d'avoir cette défense-là. Si, comme défense, on dit « Oui, on est des raclures, et on veut une société de raclures », mais les gens vont continuer à se rebeller, les gens vont nous cracher dessus. Non pas qu'ils trouvent que ce n'est pas vrai. Comprenez bien que ces auteurs-là, comme Christol, ne sont pas dans l'optique de se dire que le capitalisme n'est pas ça. Leur propos, c'est de dire « On ne peut pas dire, d'un point de vue public, que le capitalisme se résume à ça. » Parce que si on dit de manière très claire, publiquement, oui, le capitalisme est un modèle de société égoïste, basé sur la captation par un tout petit groupe de la majorité des ressources et l'oppression de la très grande majorité des personnes, les gens vont continuer à se rebeller et tout va s'écrouler. Leur idée, en fait, n'est pas que ce n'est pas ça le capitalisme. Leur idée est c'est pas le bon discours pour défendre le capitalisme. Et il faut bien se rendre compte qu'encore une fois, sur le fond, ils remettent pas en question ce qu'est le capitalisme. Ils savent parfaitement ce que c'est. Ils en ont conscience, notamment quand il vient vous dire à la fin, la justification donnée par le professeur Hayek pour le capitalisme moderne n'est jamais employée en dehors d'une petite enclave académique.
Ça sous-entend que justement, en soi, ces penseurs-là, ces économistes-là, sont d'accord avec cette vision du capitalisme. Ils n'ont pas de problème à voir le capitalisme tel qu'il est. C'est pas ça le souci. C'est juste que pour eux, ça doit rester dans le petit cercle des personnes qui tiennent le pouvoir, et en l'occurrence qui sont du coup des personnes, on va dire, à l'avantage, des personnes patrons, etc., qui tout simplement ne veulent pas lâcher ce petit bout de pouvoir. Enfin, petit bout. Sacré bout de pouvoir en vrai. Et qui du coup, juste pour eux, publiquement, il faut pas que ça soit dit. On peut le dire entre nous, on peut le dire entre économistes, on peut le dire entre patrons, on peut le dire entre politiques. Mais il faut pas le dire publiquement. Publiquement, il faut dire que le capitalisme est le moins pire des modèles, voire le meilleur des modèles de société. Il faut essayer de trouver toutes les justifications possibles et imaginables pour dire que le capitalisme, en vrai, c'est bien. Mais admettre publiquement que le capitalisme, c'est un modèle de société profondément inégalitaire, ça ne doit pas être le message public. Ça ne doit pas être ce qui est dit aux gens de manière générale dans la société. Et encore une fois, c'est sur ça qu'ils vont pas être d'accord. Et bonjour Céron, au passage, j'espère que tu vas bien. Du coup, Antipé n'est plus là, Antipé n'est plus là. Ah, et arrêté chez une personne nulle à chier, très bien. Hop, je décale, voilà, parfait. Je reprends la lecture. Milton Friedman le reconnaissait lui-même à sa manière. Le néolibéralisme, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, ça n'est pas très vendeur. Vous voyez, encore une fois, on revient très clairement sur l'idée que c'est pas une question que c'est pas vrai. C'est une question que c'est que il faut pas le dire. C'est vraiment l'hypocrisie absolue. Ces types-là ont parfaitement conscience d'à quel point leur modèle est dégueulasse, mais il faut juste le cacher. C'est vraiment... bref. Il est plus facile de vendre des idées collectivistes simplistes que de vendre des idées sophistiquées sur la libre entreprise. Prenez le thème de la responsabilité sociale. Pourquoi ce non-sens est-il dans l'air du temps? Parce que c'est simpliste. Facile à vendre. Ainsi, se console-t-il, non sans complaisance. Si nos idées ne sont pas populaires, c'est parce qu'elles sont trop subtiles. Vous vous rappelez de quelqu'un, un politique, qui a dit ça il n'y a pas si longtemps que ça? Notre problème, c'est qu'on n'a pas su bien expliquer. Le problème, c'est que notre pensée est trop complexe. Est-ce que ça vous parle? Il y a un politique de merde qui a fait ça en France il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment, hein. Non mais vraiment, hein. Je reprends. Trop subtil, on en juge. Les dirigeants d'entreprise ont-ils d'autres responsabilités que celle de faire le plus d'argent possible pour leurs actionnaires? Ma réponse est que non, ils n'en ont pas d'autres. Mais les néoconservateurs avaient déjà une autre explication. Si les thèses néolibérales sont si peu attractives, ce n'est pas tant du fait de leur prétendu raffinement intellectuel que de leur sécheresse éthique. Faire le plus d'argent possible pour les actionnaires, c'est vrai que ça fait pas rêver. Ça me rappelle quelqu'un, mais qui? Une sombre merde, j'aurais tendance à dire du coup. Et bonjour Nambibi. Tous les gouvernements l'ont sorti à un moment ou à un autre, non? Alors oui, cet ordre d'idée là, oui. Par contre vraiment, quasiment mot pour mot, c'est ce qu'a sorti Macron il y avait, il y a un an et demi peut-être maintenant? Je sais plus exactement. Mais vraiment mot pour mot, il avait sorti que leur problème était que peut-être leur pensée était trop complexe, ils n'avaient pas su bien l'expliquer. Ils n'avaient pas su la rendre accessible aux autres, au peuple, hein, s'entend. Et vraiment, t'es là en mode, ça va les chevilles, hein. Vraiment, ça va les chevilles, hein. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. En tout cas, bonjour du coup à toi Nambibi, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible dans cette belle journée. Je reprends. La grande entreprise, écrivait Christol en 1974, ressemble de plus en plus à une espèce de dinosaure en voie d'extinction. Le milieu est hostile. Si elle ne s'adapte pas, elle mourra. Qu'est-ce qui a changé? Principalement ceci. Les grandes entreprises, étant donné leur gigantisme, leurs implications de leurs décisions pour les vies de tous, ne sont plus vues comme des simples affaires économiques privées, comme des institutions de pouvoir à dimension publique. Voilà pourquoi on leur demande des comptes qui vont au-delà de la Voilà pourquoi on leur demande des comptes qui vont au-delà de la profitabilité économique. Voilà aussi pourquoi se borner à répondre sur ce terrain est notoirement insuffisant. Les dirigeants d'entreprise doivent apprendre à gouverner et pas simplement à diriger ou à administrer. Et gouverner, c'est penser politiquement. Gouverner ne peut plus seulement signifier, comme le disait Rummel dans les années 1950, édicter des règles. Gouverner, ça implique autre chose. Faire de la tactique, de la stratégie. Et pour cela, d'autres savoir-faire sont requis. Chefs d'entreprise avaient un besoin pressant de notions opératoires pour penser une nouvelle conflictualité qui les prenait de court. Les théories néolibérales de la firme, tout occupées qu'elles étaient à nier les rapports de pouvoir,
étaient incapables de lui en fournir aucune. Il leur fallut par conséquent se tourner vers d'autres pourvoyeurs de concepts. Et fin du chapitre et de la partie. Nous arrivons dans la partie numéro 4. Un monde de contestataires. Oh, on va enfin voir ce qui se passe enfin. Oh, ça va être bien. Oh oui. Après 120 pages, on va enfin voir ce qui se passe du côté des travailleuses. Parce que là, jusqu'à présent, alors c'était très intéressant. Il y a vraiment zéro souci sur le travail qui est fait par Grégoire Chamaillou. Il est vraiment tout à fait quali. Vraiment zéro problème là-dessus. Le seul truc, c'est que jusqu'à présent, on voyait ce que pensaient les droitos. Voilà. On était vraiment sur l'axe que pensent les économistes de droite, que pensent les patrons, que pensent ces gens en fait qui possèdent tout et qui veulent continuer à posséder tout. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils mettent en place, c'est quoi leur fondement, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même un peu beaucoup de la merde au bout d'un moment. Dans le sens où c'est tout à fait pertinent, intéressant, mais c'est juste des discours de gros trous du cul, quoi. C'est juste une vision du monde de gros trous du cul, en fait. Encore une fois, leur final, ça a été dit tout à l'heure, de manière très claire, c'est juste qu'ils veulent une société dans laquelle ils n'en ont rien à péter des rapports de force, au contraire, que le rapport de force est présent et qu'ils ne voient pas le problème. Pour eux, c'est normal d'avoir une société centrée sur l'égoïsme, centrée sur l'égotisme, centrée sur l'individualisme, et qui va du coup de fait produire des rapports asymétriques, de la violence, de l'exploitation, etc. Pour eux, il n'y a pas de problème à ça. Pour eux, c'est ok. C'est bien. Et donc de fait, on va pas se mentir que se taper 120 pages où tu as ce discours-là qui continue encore et encore d'être répété, d'être retravaillé, c'est lourd, quoi. Même si c'est très bien écrit, même si c'est très bien fait pour nous montrer que justement comment pensent toutes ces personnes-là, c'est bien un petit peu de voir ce qui va se passer du côté des travailleuses, quoi. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bon, on en reprend. Du coup, chapitre 14. Contre-activisme d'entreprise. L'entreprise en soi, puisqu'elle est dans une lutte concurrentielle, est en guerre. Arthur Führer, administrateur délégué du groupe Nestlé. C'est peut-être pas le meilleur des noms. Je dois vous l'avouer. C'est peut-être pas le meilleur des noms. Tout au long des années 70, les appels patronaux à la contre-offensive se poursuivent. Même ton martial, même métaphore militaire éculée, même hargne. En 79, encore, Donald Kirchhoff, PDG de Castle & Koch, l'assure. Nous vivons un assaut direct contre notre système économique. Nous sommes en guerre, mais c'est une guerre de guérilla. Il est nécessaire de revitaliser notre leadership d'entreprise et de passer à l'offensive dans la meilleure tradition du capitalisme américain. Ouah, ça donne envie, dis donc. Le business, ne cesse-t-il de répéter, c'est la guerre. L'entreprise capitaliste étant une institution qui met le feu aux poudres en permanence, il est vital pour ses dirigeants d'apprendre à manager le conflit. En produire est inscrit dans son mode d'être, non seulement en interne avec ses propres salariés, mais aussi en externe avec l'environnement social que ses opérations impactent. Face à la contestation, se développent peu à peu des savoir-faire inédits. On passe d'une rhétorique guerrière à une véritable réélaboration stratégique. Au croisement des relations publiques, du renseignement militaire et des tactiques contre-insurrectionnelles, quelque chose de nouveau se met en place dans cette décennie, les éléments d'une doctrine contre-activiste d'entreprise. En 1974, des activistes britanniques publièrent une brochure intitulée The Baby Killer. Ils y dénonçaient les effets sanitaires du substitut du lait maternel commercialisé par Nestlé dans les pays du tiers-monde. Alors, moi, c'est toujours un problème, l'expression tiers-monde. En vrai, je vais faire un petit point là-dessus. Là, je le lis parce que voilà, c'est devant moi. Mais tiers-monde, en fait, ça laisse à penser que du coup, c'est un peu négligeable, que y a le monde qui est ce qu'il est, et puis t'as le reste. Et pour moi, c'est un gros problème parce qu'en fait, encore une fois, c'est une expression qui notamment sert à nier les rapports de force, sert à nier les rapports de domination, sert à nier la colonisation. En fait, on va revenir avec ce genre d'expression sur des idées comme celle qui a été développée par exemple par Sarkozy, qui consiste à dire que l'Afrique n'a pas su prendre la place qui a été la sienne dans l'histoire, etc. Alors que c'est pas une question de ne pas avoir su prendre la place ou je ne sais quoi, c'est une question que les pays européens sont venus, leur ont cassé la gueule, les ont exploités, les ont mis en esclavage, ont pillé leurs terres, ont pillé leur population, et aujourd'hui encore continuent à les maintenir complètement la tête sous l'eau. Et du coup, vraiment, c'est un foutage de gueule phénoménal, mais vraiment très 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 fort. Et moi, c'est un truc qui me pose problème.
du coup. Et l'expression tiers-monde, en fait, elle reprend ça. Elle reprend vraiment ça, et pour moi, c'est un problème, en fait, de l'écrire premier degré. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas adapté. Donc là, je vois que Grégoire Chamaillou a écrit ça. Je vous signale que, pour moi, c'est pas une bonne expression. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut parler par exemple des pays du sud global, on peut parler de plein de choses, on peut parler des pays anciennement colonisés, on peut faire plein de trucs qui vont montrer notamment, parce que je pense que c'est notamment important, que si ces pays, ces continents sont dans ces situations-là, c'est parce que notre influence en fait, parce que notre action directe. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, il ne faut pas oublier. C'est un peu trop simple, en fait, d'avoir des expressions comme tiers-monde qui mettent de côté le rapport de force complètement asymétrique qu'ils se sont mangés dans la gueule, en fait. Et vraiment, pour moi, c'est un problème. Bref, je reprends. Vendu à des populations ne pouvant le plus souvent pas lire les recommandations d'utilisation et dépourvues d'accès à l'eau potable, le lait en poudre se muait trop souvent en poison pour les nourrissons. Ignorant les alertes lancées par des nutritionnistes, Nestlé menait des campagnes de marketing agressives, faisant par exemple la distribution des échantillons par des représentantes de la compagnie qui, accoutrées de costumes d'infirmières, dissuadaient les mères africaines d'allaiter au sein. Ah ouais, ils sont vraiment dans des trucs bien dégueux, du coup, c'est cool. Ce texte militant serait peut-être demeuré confidentiel si les dirigeants de la firme n'avaient pas commis l'erreur de surréagir. Le mastodonte de l'agroalimentaire intenta en 1974 un procès à un groupuscule suisse qui avait traduit la plaquette en allemand, donnant ainsi un écho planétaire à ses accusations. En juillet 1977, des activistes américains appelèrent à boycotter Nestlé. 4 ans plus tard, plus de 700 organisations s'étaient ralliées à leur mot d'ordre de par le monde. Et c'est rond, pour une fois, tu peux être fier de ton pays. Et tu as eu des activistes qui ont fait un petit peu chier Nestlé. C'est bien. Pour une fois, t'as une vraie raison de dire là c'était bien. Là ça va, bon move. Bon move. Bah oui, il y a des activistes en Suisse, bien sûr, encore heureux, et je pense qu'il y a des activistes partout, encore heureux d'ailleurs. Mais il faut le signaler quand il y en a, c'est bien. C'est trop rare. C'est trop rare. Donc faut le dire, pour une fois. Je reprends. Ce texte militant, non ça je l'avais lu, pardon, ce fut l'une des premières campagnes de boycott lancées à une telle échelle. Face à une multinationale sur des questions de vie et de mort, on internationalisait la lutte. On enjoignait les consommateurs du Nord à agir face au jaillissement des firmes au Sud. Dans ce combat, résume Brian Knapp, la biopolitique rejoignait la géopolitique, au sein de ce que l'on pourrait appeler le biocapitalisme. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Pas convaincu par l'utilisation des termes, mais d'accord. Les dirigeants de Nestlé furent d'abord pris complètement au dépourvu par un mouvement auquel ils ne comprenaient rien. En novembre 1980, un cadre suisse de Nestlé atterrit à Washington. Fort de ce que disait en général, de ce qui se disait en général à Vevey, je connais pas trop la forme de, comment est-ce qu'on le dit, au siège de la firme. Il était sûr que le boycott n'était le fait que d'une infime minorité d'excités. À peine débarqué, il avait repéré sur le pare-choc d'une voiture un autocollant qui disait « Boycotter Nestlé ». Choqué, il avait lâché « Ah, les salauds, les salauds !» Oh, tant de tristesse. Oh, anyway. Je retourne un peu ma veste sur le manque d'activisme en Suisse, parce que bon, c'est pas comme si en Suisse, il n'y avait pas un état de contrôle super puissant, un appareil d'opprobre social super instauré. Bah c'est ça, hein, comme, encore une fois, à tellement d'endroits. C'est toujours pareil, en fait, si on veut critiquer, on va dire, le manque de militantisme, le manque d'action concrète, etc., bah en fait, c'est toujours nier qu'on est dans des rapports de force. On est dans des sociétés qui, de fait, ont des conditions et des contextes qui favorisent, ou en l'occurrence très généralement ne favorisent absolument pas, la mise en place d'actions directes, de mouvements de militants, de regroupements, etc. Parce que justement on est dans des états qui sont notamment des états extrêmement axés sur l'oppression, sur le contrôle, la police, l'incarcération, etc. Et de fait, bah, tu peux pas juste attendre à ce que les gens se disent « Bon bah go, vas-y, là je vais faire grève et tout va bien ». Même ça en fait c'est pas forcément possible. Quand bien même il y a des droits de grève, notamment en France, bah, en fait on se rend compte que le droit de grève il est quand même vachement limité à plein de niveaux. Et qu'en fait c'est déjà pas le seul moyen aussi hein, au passage de militer et de faire des actions hein, au passage, mais voilà, là c'en est un auquel j'ai pensé. Vous avez un peu trop de facilité à
à vous faire avoir, en fait, malheureusement, dans les systèmes où on est, dès que vous essayez de vous mobiliser. Donc, partant de là, plein de gens ne peuvent pas se mobiliser. Partant de là, plein de gens ont peur de se mobiliser. Et c'est logique, c'est cohérent. Parce que ces systèmes sont justement faits là pour ça, pour nous bloquer, pour nous en empêcher. Pour autant, malgré toutes ces contraintes, je reviens toujours sur cette même idée, malgré toutes ces contraintes, il y a bien des mouvements, il y a bien des mobilisations, il y a bien des gens qui font des choses, en fait, qui produisent du contre-discours, qui se mobilisent, etc. Donc de fait, ça montre quand même que malgré tous ces contrôles sociaux, malgré le fait d'avoir tous ces contextes extrêmement défavorables, il y a du concret qui se fait aussi. Il y a une reconstruction du social qui se fait aussi. Il y a une remobilisation, il y a une auto-organisation qui se met quand même en place, malgré tous les contextes absolument contre. Ça se fait quand même. Et ça, c'est quand même plutôt positif en vrai. Je reprends. Les chefs d'entreprise prenaient conscience d'une vulnérabilité jusque-là inconnue. L'amère surprise était que de petits réseaux d'activistes pouvaient, malgré la radicale asymétrie des moyens matériels, exercer une pression considérable sur des grands groupes industriels. Ce n'était qu'un début. Le mouvement militant est en train de s'internationaliser, annonçait-on. Il y aura à l'avenir d'autres attaques concertées lancées contre des multinationales par des groupes militants agissant de façon unitaire. Les coups du boycott ne tardèrent pas à se faire sentir. Non seulement de par les heures qu'ils faisaient perdre aux dirigeants de Nestlé, mais aussi de par l'accablement dans lequel ils les plongeaient parfois, eux et leurs subordonnés. C'était surtout psychologiquement, émotionnellement que cela affectait l'entreprise. Nestlé avait même approché un psychanalyste pour qu'il remédie à l'abattement dans lequel la controverse plongeait le personnel. Non mais quel enfer. Non mais sans déconner. On va replacer le contexte, hein. Là, les ouin-ouin des patrons qui disent « Ah, c'est trop dur, putain, émotionnellement parlant, c'est tellement dur ah !» À côté de ça, ils sont en train d'empoisonner des bébés. Voilà, concrètement, hein. Ils sont en train d'empoisonner des bébés et ils chouinent parce que tu comprends, il y a eu un sticker sur une voiture. Trop dur la vie. Franchement, trop dur la vie, hein. Heureusement que être une sombre merde, ça va, ça a l'air d'être facile à vivre, hein. Parce qu'ils en tiennent une sacrée couche, ces mecs-là. Hein. Sans déconner. Hein. Ah, c'est quelque chose. Hein. Pas quelque chose de bien, mais c'est quelque chose. Hein. Acculée, la firme décide de changer d'approche. Elle recrute un conseiller spécial qui avait déjà commencé à se faire une réputation d'expert en gestion de crise. Raphaël Pagan, homme de droite dure, ancien officier du renseignement militaire, conseiller sur ces questions des présidents Kennedy, Johnson, qui s'était reconverti à la fin des années 70 dans les conseils aux entreprises. Il entra au service de Nestlé en janvier 1981 pour mettre en place une task force chargée de lutter pied à pied contre les activistes. On retrouvera par la suite des membres de cette équipe, composée en partie d'anciens militaires, dans le cabinet Pagan International au milieu des années 1980, puis chez Mongoven, Dunshin Bisco et pour finir, dans les années 2000, chez Stratfor. Si le nom de cette officine vous dit peut-être quelque chose, c'est que le hacker Jeremy Hammond l'a exposé à la lumière en 2011 en publiant les Wikileaks de milliers de messages électroniques qu'il avait piratés sur ses serveurs. Entre-temps, 3 décennies durant, des experts en contre-activisme ont revendu leurs services à prix d'or à des multinationales aussi recommandables que Shell, face au boycott de l'apartheid, Union Carbide ou encore Monsanto. Ah bah c'est sympa tout ça, hein. Comme quoi, hein, avoir des thunes et être une belle saloperie, apparemment, ça va, hein, c'est pas trop difficile. Hein. La seule chose qui peut t'arriver, c'est qu'au bout de 30 ans, éventuellement, t'es un hacker qui vienne montrer tes messages. Waouh, difficile, hein. Vraiment, la vie a l'air compliquée pour elle. Hein. Et après, encore une fois, ça vient chouiner parce que tu comprends, il y a eu un sticker sur une bagnole. Ah là 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 là. Ça donne envie de fracasser des gens, hein. Ça donne envie de fracasser des gens quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Et bref, anyway, je reprends. Le management disposait traditionnellement de 2 grands schèmes pour penser l'antagonisme. Le conflit social au sein de l'entreprise et la concurrence sur le marché. Tension interne avec des subordonnés, compétition externe avec des rivaux. Avec l'irruption d'un activisme prenant les multinationales pour cible, se présentait alors un 3e cas de figure, étrange, inattendu, un conflit social externe, par rapport auquel les tactiques traditionnelles se révélaient inadéquates.
Les firmes, qui avaient d'abord cru pouvoir traiter ces contestations nouvelles sur le même mode que les conflits du travail, finirent par comprendre que ces nouvelles parties prenantes ne voulaient pas être managées, certainement pas dans le cadre opérationnel défini par l'entreprise. On voulait contrer ces forces extérieures sur lesquelles on n'avait aucune prise directe, on devait s'adapter. Élaborer une tout autre répertoire de contre-mesures. Plus que ça, ils nourrissent l'imaginaire de la violence qui se vaut, la leur est celle qui subsiste. La non-violence protège l'État. Oui, complètement, mais à 200%, clairement. C'est pour ça qu'ici, moi, je vous ai toujours dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence, qui n'approuve pas la violence. Par contre, je suis absolument pas pour la non-violence, typiquement. Hein. C'est vraiment un truc qu'il faut bien prendre conscience. La violence est utilisée et légitimée dans un certain cadre, le cadre qui est à l'avantage des personnes qui sont sur le pouvoir, qu'on soit d'accord. De fait, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience de tout ce langage militaire, violent, etc., qui est utilisé, qui est pensé pour ça. Pour autant, faut pas tomber en phase dans le non, en fait, faut être non-violent, en fait, faut être pacifiste, etc., parce qu'il faut bien se rendre compte que, de fait, on n'a pas les moyens, on n'est pas équivalent, en fait. Et de fait, malheureusement, on se retrouve dans l'obligation, dans la nécessité d'utiliser la violence. Pour moi, c'est un échec en termes de société, c'est un échec en termes de groupe humain qu'on en arrive à devoir avoir la nécessité d'utiliser la violence, mais le fait est qu'on doit utiliser la violence. On a la nécessité d'utiliser la violence parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Encore une fois, on reprend le contexte. Vous avez des militants qui viennent mettre des stickers sur des bagnoles. C'est tout. Et en face, ça chouine alors que c'est en train d'empoisonner des bébés. Rendez-vous compte de l'asymétrie du truc. Bien sûr qu'on doit utiliser la violence, bien sûr qu'on doit utiliser une forme de violence pour essayer de remettre un rapport de force plus équilibré, pour détruire, pour casser ces structures de pouvoir qui sont en train littéralement d'empoisonner des bébés. Enfin, je sais pas comment vous le dire autrement, quoi. C'est comme aujourd'hui quand vous avez des gens qui viennent vous dire, dans un autre cas, ah ouais, mais regardez, Israël se défend. Israël est en train de tuer des populations entières. Israël est en train de faire un génocide. La Palestine est en train de subir un génocide, et pas depuis 3 jours. Hein. Ça fait bien longtemps que c'est en cours. Alors là, effectivement, ça a explosé, c'est d'autant plus visible, mais littéralement, ça fait des décennies que c'est en cours, que c'est en activité. Et on en est toujours à dire, ouais, mais non, mais il faudrait trouver une solution pacifique, vous comprenez Bah non, en fait. Bah non, en fait. On va pas être dans la non-violence, on va pas être dans le pacifisme. On va vous rentrer dans l'art, en fait. On va y aller un peu franco, quoi. Plus proche de nous, la violence de passer devant quelqu'un qui meurt de faim devant un Super U et râler. Oui, complètement. Le nombre de fois où moi je vais aux courses, qu'il y a par exemple les Restos du Cœur, ce genre de choses qui sont là, qui demandent, hein, ils ont des listes de produits qui sont, on va dire, de première nécessité, nécessaires pour justement pouvoir nourrir des gens qui sont dans le besoin, et que t'entends des gens dans le magasin qui sont là en train de dire ah, ils font chier toujours là pour aider ces assistés, etc. Et t'es là en mode, enfin, ça va quoi. Genre, vous voyez pas le problème de votre discours, vous voyez pas la violence de ce que vous dites. Il y a des gens qui sont en train de crever de faim, il y a des gens qui se mobilisent pour essayer d'aider, et toi ton seul retour c'est de dire oh putain ils me font chier parce qu'ils sont avec un caddie et avec une liste à distribuer au début à l'entrée du magasin. Ça va quoi. En vrai de vrai, hein, on est dans un modèle de société qui est tellement pété du cul qu'il faudrait que normalement on vienne dans les maisons des bourges, on vienne leur ouvrir leurs portes, on vienne défoncer leurs frigos, prendre les ressources et les redistribuer. Là, on serait quand même vachement en mérite de faire ça. Pour moi, ça me semble tout à fait mérité et adéquat dans la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, qu'on vienne prendre d'assaut les possessions de Bernard Arnault et compagnie, qu'on vienne les ouvrir en deux, qu'on vienne les collectiviser pour les offrir à tout le monde. Et là, on pourrait venir me chouiner en disant « Ouais, mais vous avez été vachement violent, vous comprenez ?» Et je te dirais « Ouais, bah ok, bah rien à foutre. » En vrai, en soi. Hein. Mais vraiment, ça me fume. Hein. Prendre d'assaut, Bernard d'assaut, ouais, hey, ça c'est bien. C'est une violence que l'organisation sociale de l'État nous impose d'exercer et nous accoutume, mais complètement. Le fait est qu'en fait, souvent le discours qu'on a en plus de ça, c'est de dire qu'il faut ne pas répondre à la violence ou ne pas faire preuve de violence, nous, qu'on veut mieux que ça, etc. Mais comme tu le dis, le fait est que on nous impose d'agir déjà là, factuellement de fait, avec violence. Vous comme moi, on participe à des systèmes oppressifs. On ne peut pas ne pas y participer, puisque la constitution même, en fait, de nos sociétés, justement, est en grande partie, en majeure partie, fait sur de la violence. Donc, en fait, on ne peut pas se dire « Ah mais non, on ne peut pas être violent, on doit être non-violent, etc. » De fait, déjà, à l'heure actuelle, on en produit de la violence. Bien sûr qu'il faut la questionner, bien sûr qu'il faut la remettre en question, bien sûr qu'il faut essayer de construire autre chose. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter d'être hypocrite, quoi. Tant qu'on va pas remettre en question et qu'on va pas remettre en question nos propres fonctionnements, etc.,
bah en fait on va rien changer, on pourra rien changer. Et encore une fois, on revient sur la même logique que tout à l'heure je vous disais par rapport à un Lordon qui vous dit « Ah, mais il nous faut un tyran de gauche, etc. » qui faisait écho à ce qui nous était dit dans le discours du livre. C'est qu'il faut bien se rendre compte qu'en fait, on en est dans des modes de fonctionnement qui sont implicites. On part du principe que c'est comme ça et qu'il n'y a pas à remettre en question. Mais en fait, en faisant ça, vous finissez par avoir des modèles de fonctionnement qui sont purement des modèles de fonctionnement de droite, sans remise en question en fait, où on se dit bah l'univers est comme ça, on fait comme ça puisque c'est comme ça, et puis c'est tout. Et le fait est que nos sociétés c'est exactement ça, on est sur des modèles de société où on fonctionne par la violence. Qu'on s'en rende compte, qu'on s'en rende pas compte, ça change rien, le fait est que c'est le cas. Et à un moment donné, il faut être capable, il faut être en mesure, socialement, par groupe, de remettre tout ça en question, d'essayer de construire du commun, d'essayer de construire autre chose, et donc de fait de remettre en question les fondements mêmes sur lesquels on se base. Et c'est ça qui me rend ouf, en fait, de voir à quel point bah, c'est pas le cas, à quel point on passe à côté, à tellement de niveaux. Je reprends la lecture. J'en étais où? Ils étaient en train de chouiner parce que tu comprends, il y avait un stickers. Oui, voilà, c'est là. Le management disposait, non ça je l'ai lu, si les activistes anti-business parviennent à tenir la multinationale en échec, considère Raphaël Pagan à l'époque, ce n'est pas qu'ils sont plus malins que les hommes et les femmes de Nestlé, mais parce que eux au moins savent qu'ils sont engagés dans un combat politique alors que les gens du business l'ignorent. Les directions d'entreprise ont beau disposer de ressources colossales, tant qu'elles ne s'organisent pas activement pour la lutte politique, elles subiront des revers. Je ne crois pas que nous puissions jamais être aimés ou populaires, mais si nous apprenons à penser et à agir politiquement, nous pouvons vaincre les militants qui sont nos détracteurs. Il était temps pour les entreprises, renchérissait son collègue Arion Patakos, de combattre l'activisme par l'activisme. En octobre 1985, après la fin du boycott, l'un des principaux animateurs de la campagne contre Nestlé, Douglas Johnson, rencontre à Sao Paulo l'un de ses vieux adversaires, Jack Mangoven, le bras droit de Pagan. Ils dînent ensemble, boivent du vin, prolongent la conversation jusqu'au bout de la nuit. Johnson a rédigé un compte-rendu de cet entretien, aujourd'hui conservé dans les archives de la Minnesota Historical Society à Saint-Paul. Ce n'est pas pour nous envoyer des fleurs, lui confie Mangoven cette nuit-là, mais Ray Pagan, et moi étions les stratèges de l'opération. Nous sommes assez différents. J'ai été formé dans des campagnes politiques et lui dans l'armée. Le premier jour, alors que nous étions en train de remplir la pièce avec nos analyses, Ray s'est absenté et j'ai écrit au mur les 9 principes de Clausewitz. Je l'avais étudié à l'université et j'avais toujours trouvé Clausewitz utile pour développer des campagnes politiques. Ray est revenu dans la pièce, il m'a regardé et il m'a demandé si j'avais fait une école militaire. J'ai répondu que non. Et il m'a dit « Tu sais que ce sont des principes de Clausewitz ?» Mais c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ensemble, être complémentaires. L'œuvre de Sun Tzu a été très importante pour mettre en place notre campagne. La différence que ça a fait, pour vous, c'est que la première année, alors que vous développiez votre stratégie, vous étiez confronté à des gens en Suisse qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'est une stratégie, qui n'en ont jamais développé aucune. C'est comme planifier une mission de combat majeur, se souvient-il encore. Nous avons examiné tous les facteurs importants, nos forces, nos vulnérabilités, vos forces, vos faiblesses, y compris celles de vos bases de soutien. C'est l'application à la question activiste du modèle SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Une méthode d'analyse des marchés fondée sur l'examen croisé des forces et des faiblesses de l'organisation de ses rivales, ainsi que des opportunités et des menaces présentes dans l'environnement. Le savoir-faire anti-activiste qui se bricolait ainsi emprunté à plusieurs sources. Hybridation de la stratégie militaire, de la stratégie de parti, de la stratégie de marché. Votre faiblesse, poursuivit Mangoven en s'adressant à l'activiste Douglas Johnson, résidait dans votre manque de ressources, votre force dans le nombre de gens qui s'engageaient à vos côtés. Notre force consistait dans nos ressources, notre faiblesse c'était les gens. Donc, il nous fallait concevoir des tactiques pour démanteler les sources de votre force. Très souvent, si nous avons adopté certaines tactiques, ce n'est pas parce qu'elles contribuaient directement à notre stratégie, mais parce qu'elles allaient nous permettre d'éparpiller vos efforts. Comment se fait-il que de petits groupes militants mal financés, surmenés, toujours au bord du burn-out, parviennent à se rendre menaçants pour des empires économiques dotés de ressources incomparables? La réponse de ces analystes, c'est que leur atout, aux effets démultiplicateurs, réside dans leur capacité à mobiliser de la légitimité, ce dont manquent en revanche cruellement les firmes qui leur font face. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'identifier vos sources de force ou de légitimité et de vous en priver. Votre légitimité, votre force, vous la tiriez des autres,
des églises qui vous soutiennent, des universitaires, un petit groupe de scientifiques, de quelques organisations médicales. Notre démarche a été d'identifier des cibles et de développer des tactiques pour vous priver de leur soutien ou de leur légitimité. Ceci pour ensuite pouvoir traiter avec vous selon nos propres termes. Fissurer le front adverse afin de lui retirer un de ses blocs de crédibilité. C'est l'enfer, hein. Donc les matrices SWOT ou FOFM en français. Oui, tout à fait. Je revois mes cours de gestion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon bah là vous voyez vraiment hein, tout l'appareil en fait vraiment en fait de force de l'ordre. Hein. On revient sur le chapitre d'avant, qui nous explique que justement les entreprises du coup développaient une police au sein de l'entreprise, un fonctionnement de l'entreprise basé sur le fait tout simplement de fliquer les travailleuses. Et bah là en fait on a le même mode de fonctionnement qui se décline. On va utiliser les forces de l'ordre, on va utiliser des tactiques, un fonctionnement qui est basé sur la coercition, sur l'attaque, etc. Vraiment on est dans une vision militariste. Hein. Ça a été dit aussi, hein. De toute façon c'est notamment un ancien militaire. Et ça se voit. L'idée, c'est vraiment de se dire, on est une armée. On est une armée et on va affronter une autre armée. Encore une fois, le problème n'est pas de est-ce que vous faites est bien, pas bien. Ces gens-là savent parfaitement que les entreprises sont des grosses merdes. Je vous le redis, on l'a déjà lu tout à l'heure notamment, et on l'a lu plusieurs fois depuis le début du livre. Ils ont parfaitement conscience d'être des structures absolument abominables. Ils ont parfaitement conscience que à l'heure actuelle, tout ce qu'elles font est dégueulasse. Et c'est pas un problème pour elles. Le problème, c'est que ce soit vu et que ce soit connu. Ça a été dit, ça a été redit. Le problème n'est pas d'avoir des comportements d'une violence phénoménale sur les populations, sur le monde en général. Le problème, c'est que le monde le voit, que le monde l'entende. Et ça, il faut pas que ça se fasse. Et c'est pour ça notamment que là on est sur une guerre de l'information, sur une guerre où justement ils veulent retirer les soutiens, ils veulent retirer la visibilité à des groupes de militants, etc. Parce que le fait est qu'il ne faut pas que ça s'entende. Ensuite, ce serait pertinent de distinguer les militaires qui ont gardé que de la piétaille, presque tous les hommes ont fait l'armée. Mais prêt à parier que c'est un gradé, ce qui est sûr, c'est que globalement il y a aussi une accoutumance d'autorité. Alors là on est sur un militaire américain. Pour le coup. Donc, il ne me semble pas qu'aux États-Unis il y a un service militaire. Je crois pas, en tout cas. Mais effectivement, quand je parle d'armée, moi, je suis effectivement dans une logique militariste, officier, etc. Un truc structuré militaire. Parce qu'effectivement, si on part sur le fait que y a des endroits où tout simplement il y a une conscription obligatoire, etc. Là, ça change tout. S'il y a un service militaire, pour moi, les personnes qui ont fait le service militaire ne sont pas militaires. Quand bien même ils ont été dans l'armée, ils ont été forcés d'être dans l'armée. Et du coup, pour moi, c'est pas la même chose. Là, moi, je parle vraiment d'une structuration militariste. Je parle vraiment comme tu le dis, hein, d'une vision, on va dire, de gradé, d'officier. Quelqu'un qui a fait de la guerre, de l'armée, son fonctionnement. On est vraiment dans cette logique-là. Et là, encore une fois, on parle de donc un ancien militaire, Pagan, qui a servi notamment au cabinet des présidents Kennedy et Johnson. Hein, voilà, on est sur ce modèle-là de personnes. Donc là, on est clairement sur effectivement un gradé, un officier, un militaire qui a fait de l'armée son métier. Et même apparemment, vu son mode de fonctionnement en dehors, son mode de vie. Donc ouais, on est clairement sur un truc bien craignos, quoi. Bien, ouais. C'est pire, effectivement, mais voilà. Je reprends. Au fil des nombreuses campagnes qu'ils ont menées, même ça, de nombreuses campagnes, les campagnes militaires, c'est vraiment l'écho, le langage militaire tout le temps. Hein. Pagan et consorts ont élaboré une typologie des activistes. Ce schéma simpliste leur permettait, à chaque nouvelle confrontation, de ranger les adversaires dans des petites cases psychotactiques stéréotypées. Un autre membre de la bande, Ronald Dutchin, a un jour exposé cette typologie maison lors d'un congrès de l'Association américaine des éleveurs de bétail. Intervention ensuite reproduite dans le bulletin de l'organisation. Je suis moi-même un éleveur, commençait-il en guise de captatio benevolentiae. Alors, j'ai toujours un peu du mal avec les livres de vulgarisation où on vient rajouter en fait des expressions sémantiques latines, etc. Parce que en fait pour moi tu perds en fait les gens parce que tout le monde qui vient lire n'est pas forcément avec le même bagage.
Et je trouve ça dommage, en fait. Il y a des trucs qui sont peut-être évidents quand tu es universitaire, quand tu as l'habitude de lire ce genre d'ouvrage, etc. A contrario, pour moi, c'est un problème, en fait, quand tu le fais sur des livres, notamment comme là, hein, qui sont des livres de vulgarisation, parce que tu peux très facilement perdre la personne qui est en train de te lire, qui ne comprend pas, qui n'a pas l'habitude de ce genre de truc. Et du coup, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage pour le coup. Donc en gros, là, l'expression, ça veut dire tout simplement que, en gros, il essaye de faire une entrée en la matière qui montre que il est sur la même longueur d'onde, qu'il est bienveillant, que voilà, il est dans la même optique qu'il est l'un des leurs, quoi. Nous possédons, ma femme et moi, une exploitation de bonne taille avec des vaches, des veaux, des limousines et des charolaises dans les prairies du Kentucky. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des activistes. Les activistes qui nous intéressent ici, cependant, sont ceux qui veulent faire changer les pratiques de votre industrie. Prenons le cas de l'hormone de croissance, BST, la somatotropine bovine, produite par Monsanto. La plupart d'entre vous la connaissent très bien, et moi aussi, puisque nous travaillons pour Monsanto sur la question. Il a été montré que cette hormone augmentait la production laitière de 10 à 25%. Pourtant, de nombreux groupes s'y opposent au nom de l'intérêt public. Mais qui sont ces groupes ? Si vous voulez les vaincre, il vous faut les connaître. Or, ce n'est pas si compliqué. Ils se répartissent invariablement en 4 grandes catégories. La première, les radicaux. Eux veulent changer le système. Ils ont des mobiles socio-économiques ou politiques sous-jacents. Ils sont hostiles à l'entreprise en elle-même et ils peuvent se montrer extrémistes et violents. Avec eux, il n'y a rien à faire. 2. Les opportunistes. Ceux-là recherchent de la visibilité, du pouvoir, des troupes, voire dans certains cas un emploi. La clé pour traiter avec ces opportunistes, c'est de leur fournir au moins l'apparence d'une victoire partielle. 3. Les idéalistes. Ces gens-là sont ordinaires, ils sont naïfs, ils sont altruistes. Ils suivent des principes éthiques et moraux. Le problème avec eux, c'est qu'ils sont sincères et de ce fait, ils sont très crédibles. Sauf qu'ils sont aussi très crédules. Si on peut faire démontrer que leur opposition à une industrie où ces produits entraînent un dommage pour d'autres et n'est pas éthiquement justifiable, alors ils seront obligés de changer de position. Et enfin, 4. Les réalistes. Eux alors c'est du pain béni. Ils peuvent assumer des compromis. Ils veulent travailler au sein du système. Un changement radical ne les intéresse pas. Ils sont pragmatiques. Face à la contestation, la marche à suivre est toujours la même. Il faut négocier avec les réalistes. Sachant que dans la plupart des cas, c'est la solution que l'on a négociée avec les réalistes qui va l'emporter, surtout si le business participe au processus de prise de décision. Et il faut rééduquer les idéalistes pour les convertir en réalistes. Un processus d'éducation précise de Chin qui requiert une grande sensibilité, une grande capacité de compréhension de la part de l'éducateur. On est vraiment sur un truc horrible. Hein. Oh putain, on est vraiment sur un truc horrible. Et coucou Apollyon, j'ai travaillé pour Monsanto. Bah ça devait pas être bien. Du coup, j'espère que tu vas bien, Apo. En tout cas, aussi bien que possible. Vraiment, tout le discours de rééduquer et compagnie. Enfin, vraiment, mais quel enfer. Au passage, vous avez vu les réalistes ? C'est marrant, en fait, c'est les Sogdem. 5 jours, mais quand même. Ah ouais, non, mais... De toute façon, comme on dit, hein, de toute façon, on travaille où on peut. Hein, on survit comme on peut, donc bon. Je reprends. Si vous parvenez à travailler avec les réalistes, à rééduquer les idéalistes, ces derniers basculent sur votre position. Une fois ces critiques de conscience retournées, les radicaux perdent la crédibilité large que le soutien de ces autorités morales leur conférait. Privés du soutien des réalistes et des idéalistes, les positions des radicaux ou des opportunistes apparaissent comme superficielles et intéressées. À ce stade, vous pourrez toujours compter sur les opportunistes pour se rallier au compromis final. Le postulat est que les radicaux ne tirent leur force que du rapprochement avec des blocs plus modérés. Privés de ce lien, ils sont négligeables. Les radicaux isolés dans leur niche de radicalité sont inoffensifs. Ils ne sont pas une menace. Un folklore minoritaire sans incidence. Telle est donc la stratégie générale. Coopérer avec les réalistes, dialoguer avec les idéalistes, les convertir en réalistes, isoler les radicaux, avaler les opportunistes. Lors du boycott de Nestlé, l'objectif à moyen terme des activistes était d'imposer un code de conduite aux firmes du secteur. Plutôt que de refuser cette perspective, Pagan l'a repris à son compte et engagea d'interminables négociations sur les termes du code. Il s'agissait d'en embrasser officiellement le principe, pour mieux en saboter le contenu. Face à ce qu'il analysait comme une critique éthique des multinationales, Pagan estimait que rejeter le lexique de la responsabilité sociale n'était plus une stratégie viable. Le choix pour l'industrie n'est plus de savoir si elle va être responsable, mais comment elle va être responsable. Allons-nous agir selon notre propre agenda ou bien selon un agenda négocié, voire qui nous serait imposé ?
Cette tactique d'acquiescement représentait l'avantage de redorer le blason de la firme, de lui donner le vernis de la crédibilité, tout en plongeant les contestataires dans de fastidieux pourparlers. Pousser les activistes à se lancer dans de longues palabres, déplacer le débat sur le terrain des interprétations, avait été une stratégie délibérée. Occuper les leaders adverses à autre chose qu'à boycotter Nestlé, les épuiser dans des réunions sans fin, ceci afin de détourner le mouvement de la tâche vitale consistant à construire une mobilisation en profondeur. C'était là une nouvelle tactique, la tactique fondée sur le dialogue. Alors, c'est bien, hein. Ça fait le seum un peu quand même, hein. Donc là, on en arrive à pourquoi est-ce que moi, personnellement, en tant que personne politisée, militante, je trouve que le réformisme, c'est de la merde. Eh ben, vous avez tout un chapitre qui vient de vous l'expliquer. Parce que le réformisme, le dialogue, échanger avec le système, c'est jamais à votre avantage. Ça ne peut pas être à votre avantage. Si le système dialogue avec vous, c'est que le système estime que vous n'êtes pas une menace. Si vous dialoguez et que vous obtenez des trucs avec le système, c'est pas vous qui l'obtenez, c'est le système qui l'obtient. C'est jamais vous. Et ça, c'est typiquement l'explication de pourquoi. Là, le chapitre qu'on vient de lire, il vous montre, il vous explique par A plus B pourquoi. Parce que ce sont des gens qui en ont parfaitement conscience que si ils discutent avec vous, c'est que vous n'êtes pas un danger. Les radicaux sont un danger. Ils ne discutent pas avec. Ils éliminent tout leur soutien, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les radicaux se retrouvent seuls, parce que seuls ils ne sont plus un danger. Mais il est là le truc en fait. Il est là le truc. S'ils discutent avec vous, vous n'êtes pas un danger. S'ils discutent avec vous, c'est qu'ils peuvent vous utiliser. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est ça à quel point c'est abusé. À quel point c'est dégueulasse leur modèle de fonctionnement. Et c'est pour ça que tout ce qui est les SOCDEM et compagnie, moi je pourrais jamais être avec eux, c'est pas possible. Ce n'est que du réformisme, et le réformisme, ce n'est jamais changé. En fait, ce qui va pas, ça va être toujours de venir pinailler sur des trucs à la con qui ne posent pas problème aux entreprises, aux systèmes, aux sociétés. C'est ça le truc en fait qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours une arnaque, c'est toujours une entourloupe. Si on va sur du réformisme, parce que c'est du réformisme, hein, l'idée de rentrer dans du dialogue, comme ça a été dit, c'est juste pour faire un vernis de respectabilité, c'est juste pour faire une apparence de remise en question, mais ce n'est que ça, ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'un vernis. Dès que tu grattes un petit peu, il n'y a rien, c'est vide, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a jamais rien eu, il n'y a jamais eu de vraie remise en question, à aucun moment, parce que c'est pas le but, ils sont pas là pour accorder quoi que ce soit. Ils sont toujours là pour leur gueule, ils sont toujours là pour leur intérêt. La seule chose qu'ils font, c'est comment est-ce qu'ils peuvent t'entourlouper. Et là-dessus, oui, ils peuvent essayer de faire différentes méthodes. Mais globalement, ça reviendra toujours la même. Vous entourlouper. Toujours. 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 Et ça me fume en fait de voir vraiment à quel point c'est genre assumé quoi. Dès que vous creusez un petit peu, vous voyez à quel point c'est assumé. Parce que là, encore une fois, là ce qui vient d'être dit, c'est notamment le discours d'un de ces représentants. Hein. C'est le discours d'un de ces mecs-là qui sert de conseiller justement pour tout ce qui est les entreprises qui subissent des boycotts, etc. Ça, c'est un de ces discours dans l'une de ces structures. En l'occurrence, là, les éleveurs. On est vraiment sur un truc qui est assumé. Pensé comme tel. Bien sûr, il ne faut pas le montrer publiquement, il ne faut pas aller voir le grand public et leur dire « Eh franchement, on va vous dérouler la gueule, vraiment, on va y aller mais à 200% et on va vous manipuler, vous n'allez rien voir, vous allez même être content qu'on vous manipule. » Bien sûr qu'ils ne vont pas le dire. Par contre, dès qu'ils pensent que c'est juste entre eux, alors là par contre il n'y a plus de soucis, là ils y vont à fond. Hein. Encore une fois, c'est les mêmes personnes qui derrière, un peu plus tôt hein, dans le livre, nous disaient oui, le capitalisme est un modèle dégueulasse. Oui, le capitalisme est un modèle qui est profondément inégalitaire et qui ne pourra jamais être autre chose qu'inégalitaire, qui ne pourra jamais être autre chose qu'un vecteur d'oppression, qu'un vecteur d'exploitation. Mais il faut pas le dire. Il faut juste pas le dire. C'en est un qui est à notre avantage, mais il faut le cacher au grand public. Parce que si on assume publiquement, de manière, on va dire, sans honte, que oui, on est dans un système qui est égalitaire, qui est un système oppressif, etc., et que nous, ça ne nous pose pas de problème, là, on va se manger l'entièreté du monde contre nous. Parce qu'ils savent que c'est pas moral, ils savent que c'est pas éthique, ils savent que ça pose des problèmes de santé publique, etc. Ils en ont parfaitement conscience.
Mais juste, ils le revendiquent pas. Et ils ne veulent surtout pas le revendiquer. Il faut toujours essayer de noyer le poisson et dire non, non, mais regardez, nous on fait des choses bien. Oui, bon, écoutez, on pollue à balle, on a détruit l'entièreté de certains pays. Mais franchement, vous avez vu, on a fait des pailles qui sont en carton, qui sont éco-responsables. Magnifique, non? Vraiment, mais l'enfer, quoi. Mais l'enfer. Bonjour Méditation, j'espère que tu vas bien. En tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. On est en train de lire Grégoire Chamaillou, donc la société ingouvernable. On en est donc sur les années à peu près 80-90 là, et sur tout ce qui se met en place pour se mobiliser au niveau des entreprises contre tous les mouvements sociaux, contre tous les mouvements militants, et sur l'hypocrisie absolue, totale de ces structures en fait. Genre vraiment... c'est assez immonde, Voilà, on va pas se mentir, c'est assez immonde. Et encore une fois, le truc qui est assez impressionnant, c'est de voir à quel point c'est assumé. C'est genre vraiment assumé. Ce n'est pas un problème de leur part, c'est juste qu'il faut pas le dire publiquement. Entre elles, il n'y a pas de problème à le dire et tout. C'est même une revendication entre elles. Ah, on est des requins, on est des prédateurs, tout ça, tout ça. Par contre, publiquement, il faut que ça soit pas vu. Publiquement, il faut pas l'entendre, il faut que personne ne le sache dans le grand public, parce qu'ils savent très bien, ils ont parfaitement conscience qu'ils en prendraient plein les dents si c'était le cas. Si ça devenait public, le monde entier se lèverait contre eux. Parce que là, déjà, il y a des gens qui se lèvent en fait contre eux. Et donc tout leur travail, c'est juste de remanier le discours, c'est juste de changer le langage, d'essayer de faire croire que, alors qu'en fait, ils essayent même pas un instant. Et encore une fois, on revient sur ce qui a été dit à la toute fin. Hein. Le but du jeu, c'est que les pragmatiques, les réalistes, donc celles qui vont militer contre leur structure, mais qui sont en fait des réformistes, des SOCDEM, hein, concrètement, je vous ai déjà fait cette analogie, mais c'est pas sans raison, hein, celles avec qui ils peuvent discuter, parce que, vous comprenez, ils sont raisonnables, ils sont pragmatiques, celles qui peuvent tout à fait être, on va dire, touchés, sensibilisés par une position, par du pognon, etc. Il faut travailler avec elles pour au fur et à mesure, en fait, supprimer toutes les différentes formes de contestation qu'il y a en dehors des radicaux. Et une fois qu'il n'y a plus que les radicaux qui contestent, les radicaux ne sont pas assez pour faire quoi que ce soit, donc il n'y a plus de problème. On est vraiment sur une vision qui est la vision actuelle du monde. Hein. Encore une fois, quand vous voyez des politiques, là on peut faire un écart avec par exemple les syndicats, c'est exactement ce qui se passe avec les syndicats, vous prenez la CGT, etc. Le Bureau national a exactement le même fonctionnement. Vous avez des politiques qui font des trucs absolument horribles, des réformes dégueulasses au niveau des retraites, du monde du travail, des personnes handicapées, etc. etc. Vous vous retrouvez dans une situation où en fait, tout le monde commence à se lever. Vous avez évidemment des mouvements sociaux qui se mettent en place parce que ça va pas le faire en fait, c'est dégueulasse ce que vous faites. Vous commencez à avoir des choses se mettre en place et là, tiens, les politiques commencent à discuter avec les pragmatiques. Autrement dit, avec les bureaux nationaux des syndicats, avec le bureau national de la CGT, avec, pareil, des autres structures syndicales. Ils vont faire des longues séances de palabres. On va discuter pour obtenir 3 petits changements de texte, mais qui fondamentalement ne changent rien à ce qui a été fait, hein, ne changent rien au cœur du truc qui a été fait, qui est toujours aussi dégueulasse qu'avant. Ouais, mais on a changé le texte. Ah, on a changé le texte. Vous avez vu, ça rend plus tout aussi direct. Ça rentre plus autant dans le mur qu'avant. On a fait une jolie petite couche de peinture, donc c'est bon. Hop, on signe, on ratifie. Du coup, il n'y a plus besoin de faire un mouvement social. En tout cas, le bureau n'appelle pas un mouvement social. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à côté ? Les opportunistes, c'est eux qui sont là parce qu'ils avaient justement l'envie d'avoir une position, etc. Dans cette discussion, ils ont pu en profiter pour éventuellement récupérer un truc, un poste. Tiens, voilà apparaître un happiness manager dans la boîte. Oh, incroyable. Lui, du coup, il va plus se mettre à dire que non, c'est pas bien ce que fait la boîte. Il a une position confortable en plus. Tout va bien. Il a le vernis d'être là pour les travailleuses. Encore une fois, juste le vernis. Hein. Tu grattes la peinture et puis tu te rends compte qu'en fait, non, c'est du flan. Hein. Et pareil à tous les niveaux. Et à la fin, la seule chose qui reste, c'est quelques contestataires qui sont radicaux, qui contestent parce qu'il faut contester, qui sont convaincus qu'il faut contester, mais ils sont seuls. Ils sont seuls et ils peuvent rien faire. Leur rapport de force n'est pas à leur avantage. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent essayer de faire des grèves tout ce qu'ils veulent. Le truc, c'est qu'en fait, tous les autres, ils sont plus là. Et c'est systématiquement quelque chose comme ça qui se met en place. Et c'est vraiment, mais tellement dégueulasse à tous les niveaux. À absolument tous les niveaux. Mais bon, bref. Je reprends. Nouveau chapitre. Nous sommes désormais au chapitre 15.
la production de la dialogie dominante. Toutefois, Socrate, il faut se servir de la rhétorique comme de tout autre art de combat. Platon. Ah mais quand même, avec la CGT, on a obtenu le droit de porter la flamme. Waouh! Waouh! C'est trop bien! Yo ho! Absolument trop cool! Nous allons sauter de joie parce que tous nos droits ont été respectés grâce à un représentant de la CGT qui a pu porter la flamme olympique. Flamme olympique qui du coup a validé a priori le fait qu'il y a eu des morts sur les chantiers, que les JO en eux-mêmes sont une absolue grosse merde en termes de finances, en termes d'impact écologique, en termes d'efforts dépensés dans tous les sens pour tout et n'importe quoi. Mais bon, on a porté la flamme, alors c'est ok. Hein. On a porté la flamme. Non, on n'a pas porté la flamme. Un représentant de la CGT a porté la flamme. C'est vrai, il faut préciser les choses. Hein. Désolé, j'étais obligé. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a vraiment zéro problème. TKT. Mais ouais, non, bref. Ça, je suis un peu le seum. Hein. J'avoue que moi, personnellement, les syndicats nationaux, tout ça, je les ai pas dans mon cœur. Hein. Ça fait très longtemps que je les ai pas dans mon cœur. Hein. Donc, bon. Voilà. Oui, j'aime pas trop le on-il. Oui, c'est pour ça que j'ai reprécisé sur le fait que c'est un représentant. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Le on, il inclut beaucoup trop de gens qui ne sont pas du tout inclus, et on le sait très bien justement. C'était avec l'ironie, mais l'ironie n'est pas forcément perceptible, donc tu fais bien de le préciser. Je reprends la lecture. Cela ne figure pas dans l'histoire officielle de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, telle que l'on l'enseigne dans le Business School, mais l'une des premières publications sur le thème des responsabilités sociales du management fut parrainée en 1950 par le grand théoricien des relations publiques, Edward Bernays, l'auteur du fameux Propaganda. Quelques décennies plus tard, cependant, ses héritiers constataient que le public avait appris à se méfier de la publicité défensive et des formes de communication héritées de la propagande partisane. Prenant acte de l'usure des vieilles recettes, les madmen firent leur autocritique. Le paradigme de Bernays définissait les relations publiques comme une opération de fabrique du consentement dans un public malléable. Ce paradigme se révèle aujourd'hui non seulement intenable au plan éthique, mais qui plus est inefficace, le public ayant appris à être sceptique. L'ancienne propagande ne fonctionnant plus aussi bien qu'avant, il fallait trouver autre chose. La pub, bien sûr, ne disparaîtrait pas. Mais on allait s'efforcer de lui adjoindre d'autres modes plus subtils d'embobinage. Je fais partie du coup des JO. Oui, c'est vrai. Oui. Tu as fait partie du coup. Ça va ? Tu aimes bien être un de ces chiffres ? Je reprends. L'objectif était de reprendre la main sur un ordre de la parole qui fuyait de toutes parts. Mais quelle allait être l'alternative, ou plutôt la nécessaire complément à l'ancien modèle ? Le nouveau maître mot fut le dialogue. De nouvelles relations publiques dialogiques firent ainsi l'éloge de la communication dialogique comme cadre théorique pour orienter la construction d'une relation entre organisation et public. À la propagande, elle opposerait alors la participation au vertical horizontal, à l'unilatéral, la réciproque, à l'asymétrique, le symétrique. Au début des années 1980, des idéologues managériaux, prenant la pose du philosophe, chantaient ainsi les louanges de la raison dialogique, éthique par essence. Et Habermas tombait à pic, lui dont la distinction entre rationalité monologique et dialogique s'articule très bien avec cette nouvelle approche. Dans ce modèle, émetteurs et récepteurs échangent leur position pour devenir dans une belle symétrie communicationnelle des participants égaux dans un processus de communication visant la compréhension mutuelle. Voici venu le temps de la communication éthique, de la communication comme conversation, ou encore du dialogue neutre posé comme précondition de la légitimité de toute initiative d'entreprise. Il est bien fini le temps des vérités surplomblantes, nous promettent les communicants convertis à un post-modernisme de bonne aloi. L'accord intersubjectif doit à présent se construire par le dialogue entre parties prenantes.
Donc là, en gros, ils sont en train de se lécher les couilles entre eux pour dire « Ah, vous avez vu, quel gros cerveau, on va juste se mettre à votre niveau. On n'est plus des sachants, on se met à votre niveau pour échanger avec vous et vous montrer en quoi on a raison, mais à égalité. Hein, franchement, qu'est-ce que c'est gentil de notre part. Quel vrai travail de remise en question. C'est beau, c'est beau. Oh là là, c'est vraiment... c'est la merde. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, c'est de la merde. J'ai envie de gratte le chat. Oh les chats. Oh les chats. Tu es belle ma fifi. Voilà, excusez-moi, petite pause gratouille. Vous avez vu comme elle a l'air toute douce? Eh ben sachez qu'elle est toute douce. Voilà, si jamais vous en doutez, sachez qu'elle a un pelage de la douceur incarnée. Oh oui, c'est la douceur incarnée ma fifille. Oh oui. Tu es trop belle. Tu es trop belle. Hop, je reprends la lecture après cette bosse de gratouillage. Les philosophes, lit-on dans un manuel de management, se sont accordés pour dire que le dialogue peut améliorer l'éthique de la communication en ce que cela renforce la dignité et le respect des deux parties. La notion philosophique de dialogue remonte à Platon et à son rejet du sophisme comme pure rhétorique dont le monologue est le style. Au sophisme nous apprennent ainsi, en se prenant au passage les pieds dans le tapis, nos philosophes d'entreprise, Platon opposait donc le dialogue où les participants se traitaient les uns les autres comme des moyens plutôt que des fins, et ne s'engageaient pas dans une guerre des mots. Les philosophes ont bon dos, n'est-ce pas? Encore faudrait-il prendre la peine ou le plaisir de les lire avant d'y faire référence, ce qui éviterait peut-être de tout confondre, sophisme et sophistique, Platon et Kant, moyen et fin, etc. Sans compter que les dix philosophes furent loin d'être aussi angéliques qu'on voudrait bien nous le faire croire, s'agissant de la pratique du dialogue, à commencer par ce dialogueur si pugnace, si corrosif, si implacable que fut Socrate, lui qui ne lâchait rien. Ces gens s'auto-persuadent d'être intelligents. Ah mais oui, ils sont convaincus d'être des espèces de génies absolus. C'est ça qui est phénoménalement impressionnant. Vraiment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oula le chat. Eh ben tu tchoum. Ça va? C'était un gros tchoum ça. Vraiment ça impressionne. Hein. Je vous avoue que ça impressionne de voir leur niveau de nullité, leur niveau crasse de nullité. Genre vraiment, ils sont convaincus d'avoir les bonnes refs, etc. Et comme vient de le montrer Grégoire Chamaillou dans le texte, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont vraiment en train de réinterpréter des trucs de manière complètement éclatée. Et vraiment, c'est en mode TKT, je gère. Et c'est en ça d'ailleurs que je vais refaire le même truc que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, déjà, je vous ai fait un passage comme ça. Vous voyez à quel point cette société, cette manière de penser la société et ces gens qui pensent ces sociétés sont éminemment représentants notamment du modèle patriarcal. Rendez-vous compte à quel point ces personnes-là, ces mecs-là, parce que c'est quasiment que des mecs cis, blancs, hétéros, valides, etc. Vraiment, c'est la médiocrité incarnée. C'est vraiment l'archétype même du mec médiocre qui est convaincu qu'il a raison, qu'il est convaincu qu'il est en droit de dire ce qu'il dit, qu'il sait ce qu'il dit, alors même que par A plus B, il nous prouve que non, qu'il nous prouve qu'il ne maîtrise rien, qu'il ne comprend pas ce dont il parle. Mais il est dans une situation d'avantage. Il est tellement dans cette situation d'avantage, c'est tellement des espèces de bourgeois dégueulasses issus d'un monde universitaire qui s'autosucent constamment, qui sont convaincus qu'ils ont forcément raison. Ils sont convaincus qu'ils ont forcément compris le truc, qu'ils savent, et qu'ils savent mieux que nous. Et t'es là en mode, par A plus B, vous nous prouvez que vous savez pas. Mais même ça, ils sont pas capables de le voir. Ils sont tellement médiocres qu'ils sont même pas capables de se rendre compte de ce niveau-là, en fait, de nullité dans ce qu'elles disent. Et c'est assez impressionnant. Et bonjour le don et bonjour Bubule. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Vous êtes sur un live lecture, on est en train de faire de la vulgarisation de sciences humaines et sociales sur Grégoire Chamaillou et son ouvrage « La société ingouvernable ». Donc là, en fait, on est en train de revenir sur comment est-ce que le monde néolibéral s'est construit, concrètement. Et là, du coup, plus particulièrement, on est dans un début de chapitre
où, en gros, ils sont arrivés, pour ces penseurs économistes, etc., à se dire, bon, on se rend compte que si on a la position prépondérante d'arriver en disant alors, vous êtes le peuple et vous êtes trop con et on va vous dire quoi penser, et bah ça marche pas en fait. Les gens sont en train, parce que là globalement on est dans les années 80-90, bah ils se prennent des mouvements sociaux en fait. Les gens consistent un petit peu au bout d'un moment à leur dire allez vous faire cuire le cul. Voilà. Tu n'as pas la lecture? Oui, exactement. C'est la suite de la lecture qui est en cours en fait. Normalement, je suis à jour sur YouTube. Toutes les VOD qu'on a enregistrées dessus normalement sont déjà posées sur YouTube, évidemment à l'exception de celles d'aujourd'hui parce que elles sont tournées là aujourd'hui. Mais sinon, toutes les lectures ont été posées de lui et on est à peu près à un tiers. Ouais, c'est ça, à peu près un tiers de la lecture. Un peu plus d'un tiers de la lecture sur lui. Les gens ont arrêté de contracter, exactement. Les gens ont dit bon là, allez vous faire cuire le cul, ça va pas le faire. Et donc du coup, ils en arrivent à comment dire, à un retravail. Ils sont dans l'idée que en fait, il faut faire passer les messages que elles veulent, mais en donnant l'illusion d'avoir une discussion d'égal à égal. Ils en sont en fait dans la logique de, on va discuter avec le peuple en se mettant officiellement au même niveau qu'eux. Mais bien sûr pour leur montrer en quoi on a raison. Et le truc c'est qu'ils utilisent pour ça notamment des références philosophiques, mais en ne maîtrisant pas ces philosophes. En ne maîtrisant pas non seulement ce qu'on dit ces philosophes, mais ce qu'on fait ces philosophes. Et bah du coup, c'est ce qu'on disait donc là au moment où vous êtes arrivés, c'est que les mecs sont même pas capables de se rendre compte à quel point c'est juste vraiment l'archétype du patriarcat. C'est les mecs cis blancs hétérovalides bourgeois qui sont convaincus de tout comprendre, de tout savoir, de savoir mieux que toi, alors que littéralement, ce qu'ils disent prouve à quel point elles sont médiocres. Genre vraiment. Et t'es là et tu te dis, waouh, c'est un sacré niveau. C'est un sacré niveau. C'est quelque chose. Quelque chose de pas bien, mais c'est quelque chose. Hein. C'est... Voilà. La méthode Juppé, vous êtes tous des cons. Bah ouais. Bah tout à l'heure ça a été dit aussi dans un passage un peu plus tôt. En fait la vision là où on en est arrivé, c'est qu'ils veulent faire absolument prendre conscience au peuple que le peuple est con. Le peuple est con, les travailleuses sont cons et il faut absolument des chefs. C'est comme ça, c'est une nécessité absolue parce qu'ils ne savent pas, le peuple, prendre de bonnes décisions. Donc il leur faut un chef. C'est comme ça. Et donc bah là ils en sont à comment est-ce qu'on leur fait accepter ça. Et donc on leur fait accepter ça en leur disant on va discuter avec vous d'égo à égo, mais regardez, on a raison. Ouais, voilà, c'est... Ah là 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 là, les gens de droite, les gens de droite. Il y a un talent pour tout, mal comprendre et galvauder. Ça en est artistique, mais de mauvais goût. Un truc crasse, c'est bien vulgaire. Ouais. Ah non, mais c'est comme je dis, hein, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose de bien, mais c'est quelque chose. Je reprends. Quoi qu'il en soit, on saisit l'opposition. Du côté du monologue, ancienne idole que les communicants font désormais mine de fouler aux pieds, la manipulation, le faux-semblant, le dogmatisme, l'insincérité, la défiance. Du côté du dialogue, au contraire, le souci de l'autre, l'authenticité, l'ouverture d'esprit, la franchise, la confiance. À la persuasion à science unique, détestable pratique du passé, on préfère à présent l'écoute réciproque, l'entente mutuelle, la communication relationnelle empathique fondée sur le consensus, la co-création d'une compréhension partagée entre les parties prenantes, l'horizontalité de la reconnaissance, le rapport à l'autre et ainsi de suite à nauséam. Assez, j'y tiens plus, de l'air. De l'air, cette échoppe où l'on fabrique l'idéal, il me semble qu'elle pue le mensonge à plein nez. C'était quoi ça? Parce que ça c'est écrit en italique. Alors attendez. Faut que j'aille lire la note parce que je veux savoir ce que c'est que cette citation, ce truc là. 53. James O'Toole, work in America, report of Special Task Force to the Secretary of Health, Education and Welfare. Attendez, c'est ça ou pas? Non, note des pages 16 à 22, pas du tout. Attendez. C'est page 128 où nous sommes. Et c'était la note 53. Ah, c'est du Nietzsche. C'est du Nietzsche dans le texte.
Voilà, c'était du Nietzsche dans le texte. Voilà, je pense qu'il nous a placé une petite citation de Nietzsche en mode voilà, là c'est bien. Là c'est pas mal. Allez, je vous la mets. C'est gratuit, c'est offert par la maison. Prenez Windows. Ok. En même temps, elle est adaptée. Hein. Parce que du coup, je vous refais donc la situation de Nietzsche. Assez, je n'y tiens plus. De l'air, cette échoppe où l'on fabrique l'idéal. Il me semble qu'elle pue le mensonge à plein nez. Je comprends la citation. Je comprends parfaitement le pourquoi de la citation ici. Vraiment, c'est en mode un petit peu, comment dire, ironique. En vrai, je me permets de replacer ça ici. Je trouve que Grégoire Chamaillou joue extrêmement bien avec l'ironie. Il s'est parfaitement placé, que ce soit ses propres paroles, ça arrive de temps en temps, ou des citations de grands auteurs, par exemple, ou d'auteurs classiques, on va dire, à des moments qui sont adaptés pour bien mettre en valeur ce que lui pense de tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est très malin et que ça marche extrêmement bien. Je trouve que c'est parfait. Je reprends la lecture. Sauf que ces célébrations du dialogue ont deux versants et non un seul. Côté face, l'éthique. Côté pile, la stratégie. Pour s'en faire une vision complète, il faut en confronter la bouillie éthico-philosophique à son double, la stratégie du dialogue, que théorisent en parallèle les experts du contre-activisme d'entreprise. Les uns citent Habermas, les autres se réfèrent à Clausewitz. Mais il n'empêche, les deux, version philosophante et version barbouzarde, constituent les phases complémentaires d'un même ensemble pratique. Lors de leur contre-campagne au service de Nestlé, Pagan et ses collègues étaient convaincus que c'était par un dialogue et des discussions en tête-à-tête, pas en tête-à-tête, ça va pas marcher sinon, de longue haleine avec les critiques que l'on pourrait sortir du boycott. Pour eux, le dialogue n'était pas une façon de s'ouvrir à l'autre, il était une stratégie, une autre façon de mener le combat. Il n'y avait de leur part, en dialoguant, aucune volonté de négocier. La discussion visait seulement à convaincre les gens raisonnables que la firme était sincère et à les faire se retirer de la campagne. Le but de ce genre de discussion n'est pas d'échanger, mais simplement de convaincre les gens de votre point de vue et de les motiver à agir pour vous. On est dans de la manipulation. Tandis que les relations publiques traditionnelles cherchaient à noyer le discours adverse sous un torrent de publicité justificatrice, cette nouvelle tactique part du constat qu'à une ère où les dissidents anti-establishment attirent une attention publique au moins équivalente, voire supérieure à celle dont jouissent les entreprises qu'ils attaquent, il n'est tout simplement plus possible d'anéantir l'adversaire. Il faut donc la jouer plus fine. Lorsqu'un problème émerge, menace de devenir critique, le manager des problèmes n'envoie plus instinctivement ses troupes contre l'envahisseur. Il cherche plutôt à entrer en contact avec les leaders des groupes, des philosophies adverses, afin d'explorer rationnellement avec eux la possibilité de découvrir des intérêts communs susceptibles d'être rayés de l'agenda. Actualiser la théorie de la production, de l'idéologie dominante, impliquerait aujourd'hui de faire une critique de la dialogie dominante. Quelles sont les vertus du dialogue en tant que stratégie de pouvoir ? On a déjà commencé à en entrevoir quelques-unes. Mettons ici l'inventaire, excusez-moi. 1. Fonction de renseignement. Dialoguer avec les opposants permet de repérer au plus tôt les périls qui affleurent, d'identifier les problèmes potentiellement controversés avant qu'ils n'atteignent l'arène publique. Il est indispensable de chercher à savoir ce que l'adversaire a en tête, non seulement d'apprendre quels sont ses projets, mais encore de comprendre comment il pense. Garde tes amis près de toi, mais tes ennemis plus près encore, conseil de parrain. On tâchera à cette fin d'établir des canaux de communication avec les groupes adverses, y compris avec ceux qui peuvent sembler destructeurs, du moins à court terme. Deuxième fonction, celle du cantonnement. Sans qu'on ne lui ait rien demandé, un cadre de Nestlé rédigea au début des années 1980 une série de règles de conduite à destination des activistes, dont celle-ci. Efforcez-vous toujours de contacter l'entreprise visée, essayez d'établir un dialogue avec elle avant de monter une campagne publique dans les médias. Le principal avantage de cette tactique de résolution préemptive, non gouvernementale, intergroupe des problèmes politiques émergents, est d'ordre topographique. La relocalisation de la confrontation dans un forum privé, de la confiner loin de l'espace public.
On prive ce faisant les activistes de leur principale ressource, la publicitation des problèmes. On affranchit ainsi leurs leaders des contraintes sociales qui leur interdisent en général de trop se compromettre au grand jour. Dans des circonstances où les chefs ne veulent pas que le peuple prenne trop le dessus, écrivait Montesquieu, les gens qui ont de la sagesse et de l'autorité s'entremettent. Vraiment, c'est bonjour, venez, on se crée un entre-soi. Troisième fonction, celle de diversion. Donner aux opposants un nonce à ronger pour mieux les détourner des tâches offensives. Lorsque Pagan tente, à la fin des années 1980, de briser le boycott contre l'Afrique du Sud, il insiste sur ce point. Un aspect clé de cette stratégie est de s'assurer que Shell puisse renverser la situation en établissant son propre dialogue significatif avec les groupuscules. Avec les groupes clés, pardon. Ceci afin que les églises perçoivent leur option de lutte contre l'apartheid de façon plus positive, plus créative qu'un simple ralliement au boycott de Shell. En clair, engager ces groupes religieux dans une démarche de planning post-apartheid afin de détourner leur attention des efforts de boycott et de désinvestissement. Quatrième fonction, celle de la cooptation. Mais le dialogue, s'il est bien mené, peut permettre de coopter certains groupes de pression adverse. Ah, décidément, je commence à avoir du mal à lire, dis donc. Dans la stratégie classique de cooptation corporate, résume Bart Mangoven, les entreprises cherchent à identifier l'organisation réaliste la plus tapageuse. Elles l'invitent à leur table, lui offrent, en échange de la résolution du problème, du pouvoir, de la gloire, de l'argent. Coucou le PS, on pense à toi, petit parti socialiste. On te reconnaît. Et donc du coup, je disais, une fois que cette organisation accepte, elle convainc le public que le problème est résolu. Le mouvement contestataire se fait ainsi avaler tout entier, en général contre son gré, par un seul deal. Ceux qui persisteront par la suite, à prétendre que le problème n'est pas résolu, apparaîtront comme des radicaux. Ils manqueront alors de crédibilité. Les activistes ayant souvent de leurs adversaires une représentation caricaturale, indiquent nos experts, il n'est pas difficile de les surprendre en leur présentant un tout autre visage que celui auquel ils s'attendent. Adopter une attitude humble, ouverte, à l'écoute. Les amadouer en parlant leur langage. Les flatter en leur décernant le statut d'organisation responsable. Leur octroyer de la reconnaissance. Leur faire miroiter une action constructive aux antipodes d'une opposition négative ou stérile. Parmi les techniques de manipulation psychologique que Pagan préconise pour mieux retourner les détracteurs modérés, il y a par exemple celle-ci. Leur transmettre des documents sensibles qui pourraient nuire, mais pas trop, à la compagnie s'ils étaient divulgués, en leur faisant promettre de les garder pour eux. Dans son expérience, dit-il, un tel gage de confiance ne fut jamais trahi. Cinquième fonction, celle de disqualification. Point important, ces dialogues, pensés comme une forme de lobbying des opposants, sont sélectifs. En même temps qu'ils œuvrent à l'inclusion de certains groupes, ils travaillent à l'exclusion des autres. En mettant l'accent sur le consensus comme objectif de dialogue, il s'agit de disqualifier toute politique dissensuelle, d'étiqueter implicitement les groupes qui ne prennent pas part à des discussions consensuelles avec l'industrie comme confrontationnels, incapables de dialoguer, et en définitive, indignes de participer à des processus de prise de décision démocratique. Faire passer une ligne de démarcation entre ceux qui sont prêts à dialoguer et les autres. Satelliser les uns, discréditer les autres. La répression pourra d'autant plus aisément s'abattre sur eux qu'on les aura ainsi présentés comme étant hors du logos. Sixième fonction de légitimation. En dialoguant avec des ONG et jouissant d'une grande aura de respectabilité, les firmes espèrent en outre bénéficier de transferts d'image. De grandes firmes relativement dépourvues de capital réputationnel peuvent d'autant plus espérer en acquérir auprès de leurs détracteurs que ceux-ci se trouvent dans une position inverse qui favorise les synergies. Faible capital économique mais fort pouvoir d'onction publique. Sur la base de cette asymétrie peuvent se nouer des rapports de cooptation croisée. Du dialogue, on passera ensuite à la collaboration, au partenariat. L'objectif est alors de constituer des coalitions sous la domination corporate.
s'élaborent ainsi de nouvelles stratégies d'entreprise pour gérer les turbulences créées par les critiques. Au-delà des manœuvres réactives destinées à des gestions immédiates des crises ouvertes, il va aussi de plus en plus s'agir d'anticiper, de développer une approche systémique et proactive face à la critique. Et fin de chapitre, et on va couper la VOD là-dessus. Parce qu'en plus j'ai vu le marqueur de VOD tout à l'heure et je me suis pas arrêté de lire. Donc là l'enregistrement fait déjà 1h20. Là ce chapitre se conclut vraiment sur ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que le réformisme ça marche pas? Pourquoi fondamentalement cette idée du dialogue au sein du système ne peut pas marcher? Parce qu'à partir du moment où vous dialoguez au sein du système, c'est pas vous qui dialoguez, c'est le système qui vous impose des trucs que vous le voyez ou que vous le voyez pas. Et vraiment, c'est significatif en fait. Ce chapitre-là, comme le chapitre précédent et comme globalement tout l'ouvrage, nous le montre. C'est une vraie réflexion, c'est un vrai travail qui est fait par les entreprises, par les politiques, etc. pour pouvoir imposer leur vision du monde, mais toujours sans nous faire voir qu'ils nous l'imposent. En nous faisant, nous, accepter leur vision du monde. En faisant en sorte que ce soit nous, les personnes en face, contestataires, etc., qui se mettons, en fait, à reprendre leurs termes et à les accepter, et petit à petit à rentrer dans des engrenages où, en fait, après, on ne pourra plus en sortir. Une fois qu'on sera trop pris dans l'engrenage, on ne sera plus que ça. On ne sera plus qu'un rouage parmi d'autres. C'est un ouvrage de quelle année? C'est une bonne question. 2018. En tout cas, il a été publié en 2018. Non, il n'y a que de marqué 2018. Donc ça va être 2018, celui-là. Ça doit être un ouvrage de 2018. Je pense que ouais, ça doit être 2018 parce que je vois pas d'autres dates. Il a été imprimé en 2021, l'ouvrage que j'ai entre les mains, et il a été publié en 2018. Voilà. Vous avez la réponse. Donc c'est assez récent pour le coup. C'est vraiment un bon ouvrage. Là-dessus, je pense que vraiment, vous constatez comme avec la lecture, c'est globalement bien écrit, c'est bien pensé. Bon, j'ai des récriminations, mais ça, c'est des récriminations que j'ai assez régulièrement par rapport à pas mal de gens qui font de la vulgarisation et qui font du travail de vulgarisation, qui sont issus du monde universitaire. C'est que malheureusement, il y a souvent une manière d'écrire, de présenter les choses qui, pour les gens du monde universitaire, ne pose pas de problème parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude, c'est le format dans lequel on publie des ouvrages, etc. Mais en fait, qui est du langage pointu. Je vous le disais tout à l'heure, notamment quand à un moment donné, il utilise une expression latine, et c'est quelque chose qui est très récurrent, ou des formulations, des théories, en fait, qui pour nous sont communes dans le monde universitaire, surtout si on travaille sur ces thématiques-là. C'est des choses que on comprend, qu'on connaît assez implicitement au final, parce qu'on a travaillé dans ce contexte-là, dans ces milieux-là, pendant parfois une décennie et plus, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, une décennie. Et d'autres gens, beaucoup plus, évidemment. Et le truc, en fait, c'est que ça nous semble absolument commun, absolument accessible. Et en fait, ça l'est pas. Ça l'est absolument pas. Et ça, je l'ai déjà vu, moi, surtout depuis 4 ans que je fais, du coup, de la vulgarisation en live, quand même. Je le vois qu'à plein de moments, ça m'est arrivé. Alors, beaucoup moins maintenant, parce que, justement, je me suis vachement sensibilisé à ça, par les interactions avec le chat. Tu vois vraiment qu'il y a des trucs où pour toi ça semble tellement logique que tu le dis au premier degré et tu vois pas le souci, et en fait t'as les gens dans le chat qui sont là en mode attends, t'as dit quoi, je comprends pas. Et du coup t'es là en mode ça, et t'as les gens qui sont là en mode oui mais non mais je capte pas le sens, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça vraiment c'est un problème, c'est un gros problème dans la vulgarisation, et c'est une vraie problématique qu'il y a dans la vulgarisation, c'est de se rendre compte que même quand on essaie de vulgariser, si on vient d'un public expert, en fait le problème c'est qu'on se rend pas compte à quel point notre langage est un langage d'expert. Alors expert dans le sens où c'est un contexte, un milieu dans lequel on utilise un certain langage. Pas expert dans le sens on sait tout, on est au-dessus, qu'on soit d'accord. Je préfère le préciser, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, comme on a vraiment un langage qui est spécifique, c'est parfois pas simple, surtout si on n'a pas forcément tant que ça l'habitude, ou qu'on fait de la vulgarisation, on va dire, avec un certain décalage, ce qui est le cas quand vous faites des écrits. Vous faites des écrits, mais que vous êtes du coup un peu décalé par rapport aux gens qui reçoivent cette vulgarisation. C'est difficile de se rendre compte que telle ou telle expression, en fait, c'est pas du tout clair, c'est pas du tout quelque chose qui est accessible au commun. C'est un gros problème. Et parfois, même dans le milieu universitaire, il faut savoir que même en étant dans le milieu, on passe complètement à côté, quoi. Je dirais même pas que c'est forcément formaté à la précision, parce que c'est pas précis ou trop précis, c'est surtout que ce sont des termes qui n'ont de valeur et qui n'ont de sens que dans ce contexte. C'est plutôt ça le truc. C'est vraiment plutôt dans ce sens-là. C'est qu'en fait, chaque contexte a du coup des attendus, des prérequis.
Et le truc, c'est que d'à partir du moment où tu essaies de faire de la vulgarisation, quelle que soit la vulgarisation que tu fais, tu vas prendre ce fond-là, mais tu vas le sortir de ce contexte-là. Et du coup, si tu te rends pas compte que ce fond, bah, tu l'entraînes avec également sa forme, tu vas reproduire une forme qui n'est pas adaptée dans le contexte dans lequel tu vas le reformuler. Et où du coup, bah, tu le reformules pas justement. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est quelque chose qui est vraiment une très très grosse problématique dans la vulgarisation. Comment est-ce que j'arrive à prendre ce langage, cette manière de formuler les choses, parce qu'on est vraiment sur de la forme, on n'est pas sur du fond. Le fond ne change pas. C'est ça le truc en fait. Il faut se rendre compte que quand tu fais la vulgarisation, tu ne changes absolument pas le fond. Par contre, tu changes la forme. Parce que justement, la forme est spécifique au contexte. Quand tu es dans le contexte universitaire, tu utilises une forme qui est adaptée à ce contexte-là. Mais quand tu viens le dire à un public qui n'est pas spécialement issu de ce contexte-là, la forme, elle n'a pas de sens en fait. Elle est pas du tout accessible parce que ce n'est pas adapté. Et c'est vraiment ça qui est le point, je pense, le plus difficile quand tu fais de la vulgarisation, c'est de te rendre compte à quel point tu es vraiment très formaté à avoir une certaine forme. Et que tu t'en rends pas compte, quoi, que vraiment tu le réutilises. Moi, j'ai fait un énorme travail dessus et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Hein. Je pense que malheureusement, ça partira pas tout de suite et même potentiellement, ça partira jamais. Mais il y a vraiment une problématique dessus dont il faut avoir conscience. Et malheureusement, même si je trouve l'ouvrage extrêmement pertinent, extrêmement bien, je pense que Grégoire Chamaillou a beaucoup de taf aussi à faire là-dessus parce qu'il y a des trucs qui sont juste pas accessibles. Alors évidemment, c'est toute proportion gardée, hein. Si on prend un Lordon à côté de ça, c'est 10 000 fois plus accessible que Lordon ne le sera jamais. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font pire que pour autant, il faut pas pointer ça du doigt. À mon sens, la critique, il faut l'entendre. Parce que c'est parce qu'on entend des critiques qu'on est capable de les formuler et du coup de les modifier et de s'adapter, du coup d'avoir un comportement et là en l'occurrence du coup une manière de vulgariser plus accessible. Je pense que c'est justement quelque chose qui est particulièrement important. Bref, petite foulure de YouTube, sur ce, c'est fini. Pour cette fois-ci, c'est la fin de la VOD. Des bisous, à très bientôt et ciao ciao ciao.